Bonjour à tous. Du fait de mon jeune âge, je n'ai pas vécu les événements et les guerres mondiales qu'il y a eu au XXe siècle. Comme tout le monde, j'ai appris cette grande histoire à l'école et dans les livres. Mais je n'ai pas vécu ces guerres. Cependant, il y a des personnes qui, elles, les ont encore vécues et qui sont toujours vivantes. Ou alors qui ont des parents ou des grands-parents qui, elles, ont vécu ces événements. Il est important de transmettre ces petites histoires qui ont fait la grande histoire. C'est aujourd'hui avec Laurent Jouffreau que je me trouve, qui, lui, a reçu ce témoignage de son grand-père, qui lui a vécu les deux guerres mondiales. Laurent Jouffreau, merci d'être là. Pouvez-vous me raconter l'histoire de votre grand-père? Bonjour Jess. Je vous propose donc le récit de mon grand-père qui a pris une part active dans les deux derniers conflits mondiaux. Mon grand-père est né en 1885, donc à la fin du 19e siècle, à Montpont-sur-l'Île en Dordogne, dans la maison familiale de sa mère, Céline Lagrange. Son père était un homme politique, député, puis sénateur radical socialiste des Deux-Sèvres, qui se trouvait d'ailleurs être un ami de Clémenceau, puisque Clémenceau sera témoin à son mariage civil. Donc, votre arrière-grand-père a été en contact et ami de Georges Clémenceau. Tout à fait. D'accord. Malheureusement, donc, cet arrière-grand-père décédera brutalement d'une crise cardiaque en 1905. Mon grand-père, lui, était d'un naturel enjoué et très gai. Il écrivait des poèmes, écrivait des pièces de théâtre qui étaient jouées par la famille, par les amis pendant les vacances, amis par lesquels il y avait Marie de Barollet. Dans l'année, il poursuit ses études à Paris et intègre l'école militaire de Saint-Cyr, d'où il sort en 1910. Là, il demande comme affectation le 6e régiment de chasseurs à cheval à Lille. Pourquoi Lille? C'est par hasard, puisque c'est là qu'habite Marie de Barollet, sur lequel il a des projets d'avenir. Et là, enfin tacticien, il réussit là où beaucoup d'autres prétendants ont échoué au préalable, et il épouse ma grand-mère en 1911. Ils ont rapidement 2 enfants, Jean en 1912 et Henriette en 1914. La guerre les surprend en août 1914, alors qu'ils sont en vacances sur une plage de la mer du Nord avec les 2 enfants. Et donc du coup, c'est le fils ou la fille qui est votre parent à vous? Et mon père n'est pas encore né à ce moment-là, il est né après la guerre de 14. Donc si mes calculs sont bons, lorsque la Première Guerre mondiale a débuté, votre grand-père avait 29 ans, c'est ça? Tout à fait. Donc ils sont sur la plage du Nord et ils rentrent très rapidement sur l'île. Bien sûr, mon grand-père part avec son régiment affronter l'ennemi en Belgique. Et ma grand-mère reste à Lille avec ses 2 enfants et son père qui vivait avec eux. Quelques jours se passent et puis, d'un seul coup, on apprend l'arrivée imminente des Allemands sur l'île. Donc, départ précipité, avec les 2 enfants et le père, avec pour tout bagage 30 kilos. Tout le reste est resté sur place et sera pillé par les Allemands, qui occuperont le nord de la France jusqu'en 1918 et laisseront les populations civiles à la limite de la survie. La famille prend donc le train en gare de Lille et rejoint la maison familiale à Montpont, en Dordogne. Là, elle est bien sûr reçue en famille, mais la ville est remplie de réfugiés belges qui ont fui l'avance allemande. Donc,
on s'occupe beaucoup des réfugiés belges, et même une famille belge qui est hébergée dans la maison. Pendant ce temps-là, mon grand-père se bat toujours avec son régiment, est à la tête d'une section de mitrailleuses, et il cause des dégâts importants aux troupes ennemies. Mais avec l'ensemble des troupes françaises, il y a un repli, et donc il y a des violents combats. Pendant toute la guerre, il va se conduire brillamment, et reçoit plusieurs décorations. Il est d'ailleurs nommé capitaine le 26 juin 1918. Donc là, nous sommes en 1918, la Première Guerre mondiale vient d'être finie, et à ce moment-là, votre grand-père est à Lille, votre grand-mère est en Dordogne. Où est-ce qu'ils vont se retrouver du coup? Donc à la fin de la guerre, mon grand-père rejoint son régiment à Lille, et ma grand-mère le rejoint aussi. Donc ils se retrouvent à Lille, c'est là où ils trouvent leur maison entièrement pillée et dévastée, et donc il faut qu'ils rachètent tous les meubles, il faut qu'ils se réinstallent complètement. Et mon père Frédéric naît en 1919 d'ailleurs, cette occasion, sur l'île. Pendant ce temps-là, donc mon grand-père a préparé le concours de l'école de guerre, à laquelle il est reçu. Dans son groupe, d'ailleurs, pour l'anecdote, il va se retrouver avec les capitaines Bétoir et de Montsabert, qui seront les futurs généraux commandant les 2 corps d'armée de la première armée française de Delattre en 1944. D'accord. À la suite, donc la famille, les cours de l'école de guerre sont à Paris, donc la famille rejoint Paris. Le dernier fils, Robert, naît en 1921. À la suite de son nouveau diplôme, donc mon grand-père est affecté à différents postes d'état-major en région parisienne, et la famille habite Meudon, en banlieue parisienne. Ensuite, mon grand-père est nommé commandant, et il va prendre le commandement du 2e groupe d'escadron du 4e régiment de Spahi marocain à Senlis. Senlis au nord de Paris. Qu'est-ce que le Spahi? Alors les Spahis sont des unités de cavalerie légère recrutées en Afrique du Nord, donc des soldats professionnels. Et la mission des unités de Spahi, c'est la reconnaissance et le harcèlement. D'ailleurs, il existe toujours une unité de Spahi en France, c'est le 1er régiment de Spahi à Valence, qui est maintenant, bien sûr, sur des engins blindés. Mon grand-père est ensuite nommé comme chef d'état-major de la 3e division de cavalerie, et promu lieutenant-colonel en 1933. Donc là, votre grand-père a été promu. Il vit toujours en région parisienne, je suppose, mais étant donné qu'il y a des personnes qui sont d'origine de Dordogne, d'autres de Lille, ils vivent à Paris, tout le monde est resté du coup sur la région parisienne, ou est-ce qu'ils ont un petit peu bougé? Eh bien, disons, l'aîné est à Saint-Cyr, Jean. Les 2 plus jeunes suivent leurs études en région parisienne, dans les collèges d'études classiques. Et ma tante Henriette, en 1934, épouse le médecin de Chailly-les-Marais en Vendée, dans le Marais, donc, et le docteur Eugène Hérault. Alors c'est un solide gaillard, puisqu'il a fait partie de l'équipe de France universitaire de rugby. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, les malades n'appelaient les médecins qu'en tout dernier recours, donc il fallait souvent faire des visites à domicile. Et dans le Marais, le problème c'est qu'il y a des fossés, donc de temps en temps il fallait franchir d'ailleurs les fossés avec une perche qu'on appelait pigouille. Là, pour l'anecdote aussi, il avait une sœur, donc Eugène avait une sœur qui a épousé un notaire des Deux-Sèvres, et ils ont acheté le château du Puy-du-Fou, qui deviendra célèbre par la suite, et qui garderont jusqu'à leur mort, et ensuite qui sera acheté par le Conseil général de Vendée. Donc voilà pour les enfants.
donc tout le monde est à Paris, jusqu'à ce que mon grand-père soit nommé à la tête du 4e régiment de Spahis, qui est toujours à Senlis, et qui soit même promu colonel en 1937. Donc mon grand-père se retrouve toujours à la tête de son régiment à la déclaration de guerre, en septembre 1939. Il est nommé à la tête de la 1re brigade de Spahis le 13 octobre 1939. 1re brigade de Spahis qui comprend le 4e régiment de Spahis marocain et le 6e régiment de Spahis algérien. La brigade est envoyée à la frontière luxembourgeoise pendant la drôle de guerre. Alors, l'expression drôle de guerre correspond au fait que pendant cette période, l'armée française n'a entrepris aucune opération d'envergure contre les Allemands, pendant que ceux-ci étaient en train d'envahir la Pologne d'un côté, et ensuite ramener leurs troupes vers l'ouest jusqu'au mois de mai. Par contre, pour les Spahis, c'était pas une période très drôle, parce qu'il a fait extrêmement froid pendant l'hiver 39-40. Et heureusement, les épouses qui étaient restées à Senlis, sur la direction de ma grand-mère, ont confectionné beaucoup de vêtements chauds et envoyé des colis pour réconforter la troupe. Arrive le 10 mai 1940 et l'offensive allemande dans les Ardennes. Là, aussitôt la brigade rentre au Luxembourg à la recherche de l'ennemi et le bouscule. Malheureusement, au bout de 2 jours, la brigade se trouve très en pointe par rapport au reste du dispositif français et elle reçoit l'ordre de se replier. La bataille des Ardennes, qui a eu un film, il me semble, sur une des batailles des Ardennes. C'est quand même assez drôle de se dire que même le cinéma, même s'il n'apporte pas toujours une vision très réaliste de ce qui a pu se passer, apporte quand même un devoir de mémoire en fait sur les événements qui ont pu se passer et peut-être, comme c'est un peu plus attrayant, que les jeunes puissent avoir une idée de ce qu'ont pu vivre en fait les militaires de cette époque-là. Tout à fait. Mais le film connu sur la bataille des Ardennes se situe à la bataille des Ardennes en décembre 1944 et retrace l'attaque allemande pendant laquelle ils ont surpris les Américains en perçant le front avec un certain nombre d'unités blindées. Et ça se passait à l'est de la Belgique. Donc l'objectif des Allemands à cette époque, c'était d'aller jusqu'au port d'Anvers. Là, la bataille des Ardennes dont nous parlons, c'est en mai 40. Donc là, par contre, il n'était pas la neige, il faisait beau. Et à la suite de cette bataille, les Allemands vont percer le front français à Sedan et ensuite aller jusqu'à la Manche pour encercler les armées franco-anglaises qui rembarqueront en catastrophe à Dunkerque. La brigade est ramenée sur Stone, puisque c'est juste en dessous des Ardennes. Et là, il y a une bataille qui est très rude. Et Stone étant même repris dans la même journée, repris 6 fois par l'infanterie et les chars. Donc là, il y a eu les batailles dans les Ardennes. Mais est-ce que, parce que le conflit n'est pas terminé, alors est-ce qu'ils vont rester dans cette même zone géographique ou est-ce qu'ils vont bouger un petit peu? Donc, du fait que l'Italie, on sentait qu'elle allait entrer en guerre, ce qu'elle a fait d'ailleurs courant juin 1940, et on craignait des opérations par hydravion sur le lac de Genève et le lac d'Annecy. Donc la brigade a été envoyée en Haute-Savoie pour contrer ces opérations éventuelles. Compte tenu du fait que la menace semblait avoir été écartée, et devant l'urgence de la situation, la brigade est envoyée dans la vallée du Rhône, sur la rive ouest du Rhône, pour bloquer l'avance au sud de Lyon. Parce que les Allemands ont bien sûr pour objectif de parvenir à la Méditerranée.
Donc il fallait absolument les empêcher de le faire. Donc la brigade est chargée, c'est au sud de Vienne, à peu près un peu au sud de Saint-Étienne. Et là, le relief se prête assez bien à la défense, puisque c'est relativement montagneux. Et les soldats, les spahis sont des gens qui ont beaucoup le sens du terrain. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, la brigade doit faire face à la 4e division de Panzer, et au régiment Großdeutschland, c'est-à-dire des unités d'élite de l'armée allemande, qui sont donc très supérieures en nombre et en matériel. Et on peut estimer qu'ils sont à peu près battus 1 contre 5. Mais ils n'ont pas lâché le terrain et ils n'ont reculé à chaque fois que sur ordre, parce que ça a retraité sur le côté. Et donc, ils se sont battus, ils ont repris des villages à la baïonnette, c'était des combats extrêmement durs. Et ils ont même repris un village à la veille de l'armistice. L'armistice qui a été très mal vécu par les spahis, parce que ils n'ont jamais été battus pendant cette campagne de 1940. Donc la brigade sera citée à l'ordre de l'armée et ils pourront défiler à Saint-Étienne en juillet 1940. Alors, il faut se rendre compte que l'action de la brigade a contribué à donner un répit aux populations méridionales pendant 2 ans, puisque c'était resté, les Allemands ayant été arrêtés, la ligne de démarcation entre la zone libre a pu être relativement haute. Alors là, votre grand-père était au front sur l'Est français, à l'Est de la France. Mais si mes calculs sont bons, les enfants, donc ses fils, étaient peut-être aussi en âge du coup d'être aussi au front. Donc est-ce qu'ils y sont allés? Et puis qu'en est-il du reste de la famille? Parce qu'on sait que c'était une guerre qui était aussi impactante pour les civils. Donc comment ça s'est passé tout ça pour la famille? Donc pour mon oncle Jean, donc l'aîné de la famille, des enfants, lui était donc officier déjà et était dans la Légion étrangère, mais en Algérie. Mon père s'était engagé et il était à l'école d'artillerie de Fontainebleau, et donc qui s'est replié d'ailleurs une fois au moment de l'invasion allemande. Et le plus jeune frère n'avait pas encore de l'âge de s'engager, il poursuivait ses études. Donc, si on regarde la situation de la France à cette période, les Allemands, jusqu'au 4-5 juin 1940, étaient encore au nord de la Somme. Mais bon, on sentait qu'il fallait quand même, ça allait quand même mal se terminer, toute cette affaire. Et donc la famille qui était à Senlis, toujours, dans la maison familiale, décide de revenir sur Chaillé, de la maison de la fille, Henriette. Bon, il était temps de partir, puisque la maison sera bombardée, il y a même une bombe qui va tomber dans la salle de bain, et bon, ultérieurement, elle sera pillée comme, je dirais, on va pas dire traditionnellement, mais comme ça s'était passé déjà en 14. Donc, la famille se rapatrie sur Chaillé, en Vendée, et là, donc, il y a ce phénomène qu'on appelle l'exode, c'est-à-dire que les populations civiles étaient poussées devant elles par les troupes ennemies. Donc de nombreux Français étaient sur les routes. Et la maison à Chaillé, en Vendée, a vu arriver de nombreux membres de la famille et aussi des amis. Donc à un moment, elle hébergeait jusqu'à 17 personnes. Par ailleurs, donc la famille avait toujours une maison en Dordogne, à Montpont-sur-l'Île, et une propriété qui avait la caractéristique d'être à cheval sur la ligne de démarcation, donc entre la zone libre et la zone occupée. Ce qui fait que les Allemands n'étaient pas trop regardants quand on passait d'un côté à l'autre, puisqu'il y avait une justification. Bon, c'est une possibilité qui a été exploitée assez souvent par la famille pour des passages clandestins. Après l'armistice, mon grand-père est nommé gouverneur militaire d'Oujda, à l'est du Maroc, et il est promu général en février 1941.
Une dernière réunion de famille est d'ailleurs organisée à Oujda pour la fin de l'année 41, avec les 4 enfants, y compris Henriette qui vient de Vendée avec son mari. Ce sera la dernière occasion pour la famille d'être réunie. En effet, pendant le voyage du retour, Henriette prend le bateau La Mauricière, qui est pris dans une violente tempête en Méditerranée et qui fait naufrage en allant porter secours à un autre navire en perdition. Apparemment, son chargement était mal arrimé. Comme elle refuse de partir, d'être évacuée sans son mari, tous les deux disparaissent dans cette tragédie et seront cités morts pour la France. Mon grand-père est toujours en poste jusqu'à ce que l'amiral Darlan le mette à la retraite en août 1942. Là, le choix pour lui est soit de rentrer en France, soit de rester au Maroc, où la vie est assez agréable par rapport à la métropole, comme le lui conseille d'ailleurs le général Bétoir et son camarade d'école de guerre. Et s'il était resté, il aurait pu, après le débarquement américain au Maroc en 1942, reprendre le combat. Mais encore fallait-il le savoir. Donc il rentre en métropole et revient s'installer à Chaillé, qui est la maison de sa défunte fille Henriette. Un peu d'ailleurs à la demande de la belle famille, parce que les Allemands avaient envie de réquisitionner cette maison qui était inoccupée. Là, il va prendre contact avec le général de Lestrin, qui était nommé chef de l'armée secrète par De Gaulle. Et il est chef d'état-major de l'armée secrète pour la zone sud-ouest. Sa mission, c'est de rallier les différents mouvements de résistance qui existent dans cette région. Pendant ce temps-là, le reste de la famille, il y a l'invasion de la zone libre par les Allemands en novembre 1942, suite au débarquement américain au Maroc. Le plus jeune, le fils Robert, arrête ses études de droit à Lyon et arrive à passer en Espagne, où il est emprisonné. Mais au bout d'un moment, les Espagnols, il est expulsé vers le Portugal. De là, il va s'engager, il va passer en Afrique du Nord et s'engage dans les chasseurs d'Afrique pour continuer le combat dans les forces françaises libres. Jean, le fils aîné, est toujours capitaine dans les tirailleurs algériens en Afrique du Nord. Et mon père Frédéric, donc, qui était à l'école d'artillerie de Nîmes, donc se trouve démobilisé par l'invasion allemande. Il cherche à passer en Espagne, mais il faut beaucoup d'argent ou beaucoup de chance pour y arriver, donc il n'y parvient pas. Et donc rejoint ses parents à Chaillé, en Vendée. Là, il s'engage dans la résistance, dans le réseau OCM, l'Organisation civile et militaire, qui est en relation avec les Britanniques. Et il est seconde le responsable de cette région, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne. Malheureusement, il est arrêté à Bordeaux le 31 juillet 1943. Le lendemain, à 7 h du matin, un dimanche, la Gestapo se présente à Chaillé pour arrêter mon grand-père. Ma grand-mère a la présence d'esprit de cacher sur elle un certain nombre de documents compromettants, parce que les 7 policiers de la Gestapo vont fouiller la maison et toutes les dépendances pendant toute la journée. Ils reviendront d'ailleurs plus tard pour être sûrs de... Et ils emmènent mon grand-père à Poitiers.
Et dans un premier temps, les choses se passent assez correctement, puisque les Allemands n'ont rien à leur reprocher, en dehors du fait que c'est le père d'un responsable de la résistance. Malheureusement, il va être connu par un agent double français dans les locaux de la Gestapo. Et là, les choses vont changer radicalement, et il va être interrogé très durement. Et ma grand-mère, qui a eu l'occasion de lui rendre 2-3 visites, pas plus, mais elle a vu que son état se dégradait très vite. Il finit par être mis en isolement complet en décembre 1943 à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, tristement célèbre. En janvier 1944, il est envoyé à la prison de Fresnes à Paris, jusqu'à son départ en train pour le 10 mars 1944 pour la gare de Rottau, qui est à côté du camp de concentration du Struthof. Alors le camp de concentration du Struthof est situé sur une ancienne station de ski à 800 mètres d'altitude, exposé face au nord, avec un climat très rigoureux. Là, avec le matricule 7874, il va être classé NN, Nacht und Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard en allemand. C'est-à-dire que les prisonniers ne sont plus considérés comme des êtres humains, ce qui va être confirmé par le traitement qu'ils vont subir par la suite. Donc ils sont coupés du monde, pas de colis, pas de courrier, des travaux inhumains, des brimades, des punitions sans arrêt. Au camp, il va retrouver l'état-major de l'armée secrète, dont le général de Lestrin, le général Frère, qui sont tous, qui ont été pris dans la même, pas au même moment, mais à peu près dans les mêmes opérations. À son arrivée au camp, il fait 10 degrés en dessous de zéro. Les SS font un appel matin et soir qui peut durer entre 1 et 3 heures et qu'il faut subir debout, dehors, au garde à vous. Mon grand-père finit par tomber malade et il va mourir le 5 juin 1944 à la veille du débarquement en Normandie. Je voudrais citer un extrait du courrier que ma grand-mère a reçu du père Aboudet, qu'il a assisté, mon grand-père, dans ses derniers instants. Il fut pour tous au camp un exemple et un modèle toujours optimiste. Il remontait le moral des plus jeunes que lui. Sa bonté rayonnante envers ses confrères de déportation le faisait aimer de tous. Son sens aiguisé de l'honneur et son refus permanent de collaborer avec les Allemands lui acquirent l'estime générale. Ma grand-mère, malheureusement, ne pourra pas récupérer son corps puisque celui-ci a disparu dans le four crématoire du camp. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il est vrai que tous ces petits détails, ce sont des choses que nous n'avons pas quand nous apprenons l'histoire des guerres à l'école. Et c'est très enrichissant car je trouve personnellement que c'est d'un côté beaucoup plus humain ce qu'ont pu vivre en fait les soldats, les hommes, les femmes durant ces guerres mondiales. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Nous ferons en sorte aussi de peut-être le transmettre à d'autres qui seraient aussi intéressés. Car encore une fois, c'est votre histoire, de votre famille, qui avec celle des autres vont pouvoir avoir une ampleur un peu plus grande et peut-être un peu mieux appréhender tous ces petits détails qui ont fait la grande histoire. Merci à vous. Bien, merci Jess, et merci pour la famille d'avoir fait un travail de mémoire qui nous sera certainement très bénéfique. Et je remercierai aussi Répardir Productions qui a permis la réalisation de
de ce document.